Bonjour. Après avoir maîtrisé ensemble les bases de la manipulation des ports via le langage assembleur, on va dans cette vidéo aborder la mise en œuvre des interruptions pour les PIC 16F de microchip. On va commencer par présenter des sources d'interruption et le principe de leur mise en œuvre. Ensuite, on parlera des registres internes utilisés pour initialiser et travailler avec ces interruptions. Après, on va apprendre comment initialiser et utiliser l'une des interruptions principales du PIC 16F24, à savoir RB0int, avec bien sûr un exemple d'application. Alors, c'est quoi une interruption? Il s'agit d'une demande pour arrêter temporairement l'exécution normale d'un programme principal par le microcontrôleur afin d'exécuter un sous-programme appelé sous-programme d'interruption ou ISR, Interrupt Service Routine. Donc le service d'interruption permet, en fonction d'un événement qui peut être externe ou interne, il permet d'arrêter l'exécution du programme principal, partir pour exécuter un sous-programme d'interruption, puis revenir au programme principal. Alors on va distinguer deux types d'interruptions. Il y a les interruptions matérielles ou externes, qui sont déclenchées par un processus extérieur au processeur. Donc pour le 16F84, on va distinguer deux types d'interruptions externes qui peuvent provenir de l'extérieur. Il y a l'entrée RB0int, donc c'est une interruption qui peut être générée soit sur front montant, soit sur front descendant, en fonction de notre configuration. Donc si un front montant ou un front descendant provient d'un processus externe, il peut déclencher une interruption au niveau du pic. Première source d'interruption externe, c'est RB0int. Deuxième source d'interruption externe, c'est les 4 bits du port B, RB4 jusqu'à RB7. Et là, c'est tout changement de niveau. Et il y a un changement de niveau, soit à partir de 0 à 1, soit de 1 à 0, sur l'une de ces pins, soit RB4, RB5, RB6, RB7. Là aussi, ça va déclencher une interruption. Donc, j'ai dit au départ qu'il y avait deux types d'interruptions. Une interruption matérielle ou externe. Et deuxième type d'interruption, une interruption logicielle ou interne. Donc, elle est déclenchée par une instruction interne spéciale au processeur. Par exemple, ici, pour le 16F84, le timer, le TMR0, donc le timer, il peut déclencher une interruption en cas de débordement. Si le timer, c'est un simple compteur 8 bits, le TMR0, s'il déborde, c'est quoi déborder? C'est-à-dire, il commence à compter, quand il arrive à 255 et il passe à 0, on parle de débordement. Donc, à chaque débordement du timer, il peut générer une interruption. Donc, c'est utile pour faire, par exemple, du comptage ou des temporisations. Alors là, c'est une des interruptions internes. C'est-à-dire, elle est déclenchée par une instruction interne ou un système interne au processeur. La deuxième interruption interne, c'est celle de la mémoire EEPROM. Donc, mais je ne vais pas l'aborder. C'est une interruption correspondant à l'écriture. C'est-à-dire, quand on écrit dans la mémoire EEPROM, à l'intérieur, donc, pour valider l'écriture, il y a une interruption qui est générée, mais elle ne sera pas abordée dans cette vidéo. Elle le sera dans une vidéo spécialement dédiée à la mise en œuvre de la mémoire interne EEPROM, du PIC 16F877, via cette fois le langage C. Donc, résumé, deux types d'interruptions, des interruptions externes déclenchées par un processus extérieur au processeur. Ici, on a deux sources d'interruptions externes, soit à travers RB0int, soit à travers l'une des branches RB4, RB5, RB6, RB7, soit une interruption déclenchée par un événement interne au processeur. Ça peut être le débordement du timer ou l'activation de l'écriture dans la mémoire interne EEPROM. Maintenant, quelle est l'utilité? À quoi peuvent servir ces interruptions? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont primordiaux au processeur, à un microcontrôleur. Plus il y a d'interruptions, plus les performances du microcontrôleur sont importantes. Pourquoi? Parce que tout simplement,
Premièrement, ils vont permettre au microcontrôleur de commander en temps réel le processus que vous voulez commander, bien sûr. Alors, c'est quoi le temps réel? C'est-à-dire, il pourra réagir en temps réel. Dès que quelque chose ou un état change au niveau du processus, il pourra réagir en temps réel. Par exemple, je veux réguler la température d'un four, et j'ai un capteur ici dans le four, au niveau du four, la sortie du câble. Bien sûr, ici, j'essaie de schématiser un petit peu, mais c'est un petit peu plus compliqué, mais j'ai essayé de simplifier. Donc, je prends le capteur avec conditionnement. La sortie du capteur, avec bien sûr un conditionnement, va commander l'interruption. Dès que la température, par exemple, dépasse 80 degrés, le processus, via son capteur, va envoyer un franc montant au niveau de INSER. Il va déclencher une interruption. À ce moment-là, le processeur, il arrête ce qu'il est en train de faire. Il va partir pour traiter cette interruption. À savoir, il va par exemple éteindre le four. Puis il revient à son programme principal. Ça, c'est le temps réel. Dès que quelque chose s'est passé dans notre four, il a réagi. Un exemple de temps réel. Alors, deuxième utilité, c'est ils donnent ces interruptions, ils vont donner au microcontrôleur la possibilité d'exécuter plusieurs tâches en pseudo-parallélisme. Pseudo-parallélisme, ça veut dire on a l'impression que les tâches vont s'exécuter en parallèle. Je reviens au petit exemple. Donc, par exemple, j'ai un programme que je viens de citer, c'est-à-dire l'asservissement de température d'un four, par exemple. Donc, je veux réguler la température, ne doit pas dépasser 80 degrés, par exemple. Donc, et j'ai une deuxième tâche, c'est-à-dire une deuxième tâche. Donc, l'une des tâches, ce sera le programme principal qui va l'exécuter. Le programme principal, il est en train d'exécuter une tâche donnée. La deuxième tâche, c'est la gestion du four. À un instant T, c'est l'une des tâches qui est en train d'être exécutée. Soit je suis en train d'exécuter la tâche principale, soit le four a besoin de moi, il va m'envoyer une interruption. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter la tâche principale. Je vais traiter le sous-programme du four et revenir à la tâche principale. Alors pourquoi j'ai dit le pseudo-parallélisme? Parce que lui, à son échelle, à l'échelle de la nanoseconde ou de la microseconde, on arrive à voir ce passage-là entre le programme principal et le sous-programme d'interruption. Mais à mon échelle, c'est-à-dire l'échelle de la seconde, j'ai l'impression qu'il est en train de travailler avec les deux. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'il est en train d'exécuter la tâche principale en parallèle avec la gestion du four. C'est-à-dire j'arrive pas à mon échelle à me rendre compte qu'il a arrêté la tâche principale pendant quelques millisecondes pour traiter le four et il est revenu à sa tâche principale. Donc c'est ça le pseudo-parallélisme. Alors la seule façon d'avoir du vrai parallélisme, c'est d'avoir plusieurs processeurs. C'est-à-dire on a un processeur à plusieurs cœurs. Donc quand on aura 4 cœurs dans le processeur par exemple, là je pourrais exécuter 4 tâches en parallèle. Mais avec un seul cœur, je ne peux faire que du pseudo-parallélisme. Par exemple le SP32, c'est un processeur à double cœur. Donc voilà pour une idée sur les sources d'interruption et sur leur utilité. Maintenant le principe. Alors, les interruptions du PIC16 F84 reposent sur les principes suivants. En général, 4 gros principes qu'on va citer au fur et à mesure. Alors, toute interruption, premier principe, on avait dit que toute interruption va provoquer l'arrêt du programme principal et le saut du processeur vers une adresse. L'adresse où va se trouver le sous-programme d'interruption. Alors, c'est l'adresse où se trouve le sous-programme d'interruption qui sera exécuté en cas d'interruption. Cette adresse-là, elle s'appelle vecteur d'interruption. Et pour le PIC16 F84, on en a parlé dans la description générale, dans la vidéo de la description générale, il y a un seul vecteur d'interruption. Il s'agit de l'adresse 004. Donc, un seul vecteur d'interruption, c'est l'adresse 004. Ça veut dire, si on veut résumer le processus, donc, supposons que le processeur il est en train d'exécuter un programme principal, pointé bien sûr par le programme compteur, c'est-à-dire le registre compteur programme, il est en train de pointer l'instruction prochaine qui sera exécutée dans le programme principal. Maintenant, supposons qu'il y a une interruption qui a eu lieu. Qu'est-ce qui va se passer? Le PC, il va sauvegarder l'adresse où il était en train
où il était arrêté, c'est-à-dire l'adresse où il était au niveau du programme principal. L'adresse qu'il était en train d'exécuter, c'est pas l'adresse qu'il était en train d'exécuter, mais l'adresse suivante qu'il devait exécuter, il va la sauvegarder dans la pile. Il va la sauvegarder dans la pile. Pourquoi? Pour pouvoir revenir là où il était avant l'interruption. Donc il sauvegarde l'adresse dans la pile, et après, il se branche pour exécuter le sous-programme d'interruption. Il va se brancher où? Il va se brancher au vecteur 004, spécifique au PIC 16F84. C'est là où vous devez saisir votre sous-programme d'interruption. Donc il va exécuter le sous-programme d'interruption. Une fois il finit le sous-programme d'interruption, comment il va faire pour revenir au programme principal? Il va récupérer l'adresse où il était. Il va la récupérer depuis la pile. Il va la récupérer. Et il va revenir pour continuer l'exécution du programme principal. Voilà en général le processus qui est résumé. Mais il y a un petit problème. C'est que après une interruption, c'est-à-dire une fois l'interruption, si je reviens, voilà. Donc là, l'interruption, il a eu lieu. Une fois l'interruption a eu lieu, on a dit, donc on revient en arrière, voilà. L'interruption a eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a enregistré uniquement le programme counter pour savoir l'adresse où il était pendant l'interruption, l'adresse du programme principal. Il va la sauvegarder. Et juste après, il va sauter pour exécuter, il va sauter vers le vecteur d'interruption pour exécuter le sous-programme d'interruption. Bien sûr, dans le sous-programme d'interruption, on a vu l'assembleur, la vidéo de l'assembleur. Il y a deux registres avec lesquels on va obligatoirement travailler. C'est W, work et statut. C'est-à-dire le sous-programme, il va charger, obligatoirement, il va charger W avec des valeurs, il va l'initialiser. Là, le statut lui aussi va changer. Peut-être qu'il y aura un résultat nul qui va changer le bit Z et ainsi de suite. Et là, ça va poser un problème. Donc, le problème qui va être posé, c'est que avant, quand il était dans le programme principal en train d'exécuter, W, il avait une valeur. Statut, il y avait une valeur dans le statut. Donc, ces valeurs-là, si je m'amuse à sauter vers le sous-programme d'interruption sans sauvegarder les valeurs de W et de statut avant l'interruption, à ce moment-là, quand je reviendrai dans le programme principal, je reviendrai avec les valeurs qu'il y avait ici, mais pas avec les anciennes valeurs qu'il y avait au niveau du programme principal. C'est-à-dire les W et le statut vont être automatiquement modifiés par le sous-programme d'interruption. C'est pour ça que le deuxième principe qui est très important dans les interruptions, c'est après l'exécution d'une interruption, c'est-à-dire une fois on va vers le sous-programme d'interruption, on doit obligatoirement, la première chose qu'on doit faire ici, avant d'exécuter le sous-programme, première chose, c'est au programmeur de se charger de la sauvegarde. C'est-à-dire, je sauvegarde W et statut, j'exécute le sous-programme d'interruption, c'est-à-dire je travaille avec eux comme je veux, et avant de sortir ici, je restaure les valeurs avec lesquelles je suis entré. Je restaure W et statut, et je reviens au programme principal. Donc là, c'est une procédure qui doit être réalisée par le programmeur lui-même. Parce que le processeur ne s'occupe que du programme counter. Il sauvegarde uniquement l'adresse du programme principal où il était, avant l'interruption. D'accord. Maintenant, le troisième principe. Le troisième principe, c'est, vous vous rappelez qu'il y a plusieurs sources d'interruption. Il n'y a pas une seule source d'interruption. Alors, puisque toutes les sources d'interruption arrivent à la même adresse 004. Alors, si le programmeur utilise plusieurs sources d'interruption, c'est-à-dire je vais utiliser, par exemple, je suis en train d'utiliser le timer et RB0int. À ce moment-là, c'est à moi de déterminer quelle interruption je suis en train de traiter, c'est-à-dire quelle est la source qui a provoqué l'interruption. Est-ce que c'est RB0int qui a provoqué l'interruption ou est-ce que c'est le timer qui a provoqué l'interruption? Parce qu'une fois que je me branche vers le vecteur, je n'ai aucune idée de quelle source a provoqué l'interruption. C'est pour ça que chaque source d'interruption possède 2 bits. Quand je dis source d'interruption, ça peut être
RB0 int. Alors RB4, RB5, RB6, RB7, les 4 pins du port B, ils sont considérés comme source d'interruption. Une seule source. Le timer et la mémoire EEPROM. Ces sources d'interruption, chaque source, elle aura un bit flag et un bit enable. Le bit enable, il permet de valider l'interruption. Ça veut dire, si tu ne valides pas l'interruption en mettant ce bit à 1, elle ne sera pas détectée par le processeur. Logiquement, tu veux travailler avec une interruption. Première étape, tu la valides. Tu vas vers son bit enable et tu le mets à 1. Une fois l'interruption validée, maintenant je veux savoir, est-ce que l'interruption a eu lieu? Il y a un flag. Un flag, c'est-à-dire un bit d'état. Un flag, je viens lire le flag. Si le flag il est égal à 1, ça veut dire qu'il y a eu interruption. Si le flag est égal à 0, il n'y a pas d'interruption. Donc ça veut dire, où je vais faire ça? Je vais le faire au début du sous-programme d'interruption. Avec ces deux règles, je me rends compte que dès que je me branche au vecteur d'interruption, première chose que je dois faire, je sauvegarde les registres W et statut. Deuxième chose que je dois faire, dans le cas où j'ai bien sûr plusieurs sources d'interruption, je vérifie les flags de ces sources d'interruption. C'est-à-dire, exemple, si j'ai RB0 int le timer et je veux savoir laquelle a déclenché l'interruption, je vais lire le flag de RB0 int. Si je trouve que ce flag est égal à 1, donc c'est RB0 int qui a déclenché l'interruption. Sinon, je vais lire le flag du timer. Si je trouve qu'il est égal à 1, c'est que c'est lui qui a déclenché l'interruption. Et tout ça, c'est au programmeur de l'insérer au début du sous-programme d'interruption. C'est ce qu'on va voir dans l'exemple. Alors maintenant, le flag a été activé. L'interruption a été déclenchée. Je viens vérifier le flag. Je trouve que le flag, par exemple, de RB0 est égal à 1. Je traite l'interruption. Maintenant, avant de sortir, il y a un point qui est important. Le flag, une fois il est mis à 1, il reste à 1. Donc, il va rester à 1. Donc, à ce moment-là, il y a une dernière règle qu'on doit respecter. Il faut toujours remettre à 0 le bit flag dans la routine d'interruption. C'est-à-dire, dès que je finis ma routine d'interruption, je dois remettre le flag à 0. Pourquoi je dois le remettre à 0? Pour pouvoir détecter une autre interruption. Donc, en résumé, il y a des trucs qu'on doit mettre avant un sous-programme d'interruption. Il y a des trucs qu'on doit mettre après un sous-programme d'interruption avant de retourner au programme principal. Les trucs que je dois faire au début du sous-programme d'interruption, c'est sauvegarder W statut avant de travailler avec et vérifier le flag pour savoir quelle interruption a été active. J'exécute le sous-programme d'interruption. Avant de sortir, je dois initialiser le flag à 0 pour pouvoir détecter une autre interruption et restaurer mes registres W statut. Et je reviens au programme principal. Donc voilà, donc j'espère que le principe est clair. Donc maintenant, comme on a fait pour les ports d'entrée-sortie, on va décrire les registres internes qui seront utilisés pour configurer, pour initialiser les interruptions et pour travailler avec. Alors il y a deux registres, le registre intcon. Le registre intcon, il permettra la configuration des interruptions, l'activation de ces interruptions et les flags. Parce que rappelez-vous, chaque interruption possède un bit flag et un bit enable. Le flag c'est pour tester, le enable c'est pour activer. C'est ce registre-là qui contiendra ces bits. Et il y a le registre option. Pas tout le registre. Un seul bit. Vous allez voir un seul bit qu'on va utiliser. Maintenant, le registre intcon. Alors, vous remarquez que ce registre de 8 bits, il y a 5 bits ici qui ont la lettre E à la fin. GIE, T0IE, int E. Alors ça, sont des bits enable. Ce sont des bits de validation. Tous les bits qui finissent par E sont des bits de validation. Et il y a des bits qui finissent par F. Tous les bits qui finissent par F sont des flags. Donc là déjà, on arrive à classer les bits de ce registre-là. Les bits de validation et les bits flags. Maintenant, associons ces bits à leur interruption respective. Donc, par exemple, je veux activer une interruption. Le premier bit que je dois activer, c'est le GIE. Global Interrupt Enable. Ça veut dire, premièrement, je mets ce bit à 1. Et après, j'active l'interruption avec laquelle je veux travailler. Donc,
par exemple, j'active ce bit 1, et après je recherche quelle interruption je veux activer. Il y a cette interruption de la mémoire EEPROM, j'avais dit qu'on ne va pas en parler. Donc les trois interruptions qu'on va prendre en compte, on a dit dans ce cours, c'est RB0 int, les 4 du port B et timer 0. Donc pour le timer, son bit de validation c'était timer interrupt enable, T0, IE. IE c'est interrupt enable, c'est ce bit là. Le flag correspondant c'est timer interrupt flag. J'active l'interruption en mettant ici 1 dans la partie initialisation, comme le cas des directions des ports avec Trice. Et pendant le programme, si vous vous rappelez bien, au début du programme de ce programme d'interruption, je viens vérifier le flag, est-ce qu'il est égal à 1. Et je n'oublie pas de le remettre à 0 à la fin du sous-programme d'interruption. Ça, c'est pour le timer. Pour RB0 int, donc ça, c'est le bit de validation int E, et ça, c'est le flag correspondant. Pour les 4 pins du port B, ils ont un même bit d'activation. Donc, soit je les désactive les 4 en même temps, soit je les désactive. Ils ont le même flag. Donc, ils auront le même enable, le même flag. Donc, voilà. Donc, ça, c'est notre registre intcon qu'on va initialiser dans la partie initialisation du programme principal, c'est-à-dire avant d'exécuter le start, comme on faisait pour Trice pour les ports. Maintenant, le deuxième registre dont j'avais parlé, c'est le registre option registre. Le bit qui va nous intéresser, c'est int edge. Int, c'est l'interruption RB0 int. Edge, c'est franc. Parce que ici, cette interruption-là, on a un deuxième choix à faire pendant la partie initialisation de notre programme, c'est quel est le franc qui va activer l'interruption. On aura alors deux choix. Donc, si on prévoit que c'est un franc montant qui va déclencher l'interruption, c'est-à-dire un franc montant qui va provenir d'un processus extérieur, on doit mettre ce bit-là à 1. Si on met à 1, c'est un franc montant qui déclenchera l'interruption int. Sinon, on le met à 0. À ce moment-là, c'est un franc descendant qui va déclencher l'interruption. Bien sûr, le choix du franc montant ou du franc descendant va dépendre de la nature du processus et tout ça. Donc voilà. Donc ça, c'est la description des registres internes. Maintenant, la meilleure façon pour comprendre, c'est un exemple. Donc on va prendre comme application l'interruption RB0int et on va considérer le cahier de charge suivant. Donc on a deux tâches principales à réaliser. Donc la première tâche à réaliser, on a deux tâches, je m'excuse, on a deux tâches. Une tâche principale qui consiste à faire clignoter la LED T1. Ça, c'est la tâche principale. Et une tâche qui sera gérée par interruption. La deuxième tâche qui est gérée par interruption, c'est en cas d'appui sur le bouton poussoir BP0, on va changer l'état de la LED D2. C'est-à-dire, si initialement, par exemple, D2 est éteinte, si j'appuie sur le bouton BP0, la LED s'allume. Si j'appuie une deuxième fois sur le bouton BP0, la LED va s'éteindre et ainsi de suite. Alors là, déjà, il y a une nouveauté que je vais inclure, c'est que je vais activer la résistance pull-up. Le bouton poussoir, il va travailler avec la résistance pull-up interne du processeur, du port B. Donc, on va l'activer. Donc, voilà. Commençons d'abord par initialiser. Donc, première chose, c'est on a deux LED, et on a un bouton poussoir avec RB0 int, et on veut déclencher avec ce RB0, de ce bouton poussoir, on veut déclencher une interruption, et c'est l'interruption qui s'occupera de la LED D2, de changer son état. Le programme principal, lui, il s'occupe de faire clignoter la LED. Ici, le choix des LED, c'est uniquement pour didactique. Ça peut être, dans le cas réel, ça peut être, le bouton poussoir, ça peut être un capteur, D2, ça peut être un processus, et D1, ça peut être un deuxième processus. Donc voilà, commençons par initialiser, la procédure d'initialisation de ce système. Donc, première étape, avant d'initialiser, on doit toujours passer le bon 1. Pourquoi pas le bon 1? Parce que tous les registres avec lesquels on va travailler, que ce soit Trice B pour la direction du port B, Trice A pour la direction du port A, intcon pour les interruptions et option registre pour les interruptions, si vous vérifiez, tous ces registres sont au niveau du bon 1. Donc, première étape, je passe au bon 1.
Une fois que je pose au bon 1, je commence par la direction. Donc la direction des ports, prise A, on a RA0, on a RA, ils sont en sortie, donc je dois mettre 0, 0. Et on a RB0 doit être configuré en entrée, donc j'ai oublié d'indiquer ça. Toutes les sources d'interruption externes doivent être configurées en entrée. Donc je mets ici 1 au niveau de RB0. Prise B, bien sûr, au niveau de prise B. Donc ça veut dire, au final, prise A, je vais charger 0, 0 dans prise A, c'est tout le port en sortie. Et pour prise B, je vais uniquement prise B.RB0, uniquement ce bit. Je ne touche pas aux autres, je vais mettre ce bit à 1 au niveau de prise B. Comme ça, j'aurai RB0 en entrée. Maintenant, les interruptions. Première chose, c'est la résistance pull-up et le front. Là, c'est le reverse option. Le reverse option original, c'est 2 bits. La résistance pull-up, RB pull-up, donc on en a déjà parlé. Donc cette résistance pull-up, elle permet d'activer les résistances pull-up du port B. Donc si on met un 0, ça veut dire les résistances sont activées, ça veut dire ces résistances-là sont activées. Donc, ils seront branchés avec le bouton poussoir. Sinon, si on met un 1, ils sont désactivés. Et le gros inconvénient du PIC 16F84, c'est soit on active toutes les résistances, soit on désactive toutes les résistances. C'est pour ça que j'étais obligé pour le cahier de charge de mettre les LED au niveau de RA0 et RA1. Pourquoi? Parce que le fait d'activer cette résistance pull-up, je l'ai activé pour RB1, RB2, RB3, ainsi de suite. Mais ça reste un programme didactique pour savoir comment faire en cas de besoin. Deuxième bit, c'est int edge. Int edge, ça indique le front sur lequel RB0 int sera actif. Et là, regardons. Le bouton poussoir, qu'est-ce qu'il va envoyer? Est-ce qu'il va envoyer un front montant ou un front descendant? Donc, si le bouton poussoir n'est pas appuyé, on a ici 5 volts à cause de pull-up, de la résistance pull-up. Quand j'appuie sur le bouton poussoir, il y a la masse qui va être forcée. Donc ça, c'est un front descendant de 5. Donc, le fait d'appuyer sur le bouton poussoir, ça déclenche un front descendant. Donc ici, c'est le front descendant qui va déclencher RB0 int. Donc je viens au niveau du bit int edge et je mets 0. Comme ça, l'appui sur le bouton poussoir déclenchera l'interruption. Si je veux, je peux faire un petit truc. Je déclenche l'interruption une fois que je relâche le bouton poussoir. C'est-à-dire elle ne sera déclenchée quand je relâche. Quand je relâche le bouton poussoir, c'est l'inverse. Quand il était appuyé, on avait 0. Quand je relâche, il devient 1. Là, c'est un front montant. Alors, si je prévois de déclencher l'interruption une fois que j'ai relâché le bouton poussoir, je dois mettre ici un 1. Mais dans mon cahier de charge, je veux la déclencher quand j'appuie, pas quand je relâche. Donc quand j'appuie, j'envoie un front descendant, donc automatiquement je configure ici un 0 front descendant. Donc, RB pull up 0, int edge 0. Il reste intcom, le registre d'interruption, donc intcom, donc on va mettre ici le general interrupt enable, on va mettre un 1. Et on va activer l'interruption RB0 int, le bit d'activation d'interruption. Je n'active pas les autres interruptions. Le flag, il n'est pas utile dans la partie initialisation. Donc je prends ce mot-là et je le charge dans intcom. Après, j'ai fini la partie initialisation, l'initialisation et la configuration des interruptions et des ports, la direction des ports. Je reviens au bon 0. Une fois que je reviens au bon 0, je m'assure que les LED initialement ils doivent être éteintes. Donc RA0 je mets 0 et RA1 je mets 0. Ça permet d'éteindre les LED initialement. Donc après avoir détaillé la procédure d'initialisation, on va détailler maintenant le mécanisme de gestion de l'interruption RB0 int. Donc il sera déclenché par l'appui sur le bouton poussoir. Donc ce mécanisme est globalement géré par, quelle que soit bien sûr la tâche qui doit être exécutée par cette interruption, le mécanisme est géré par cet organigramme. Donc une fois l'interruption déclenchée par le bouton BP0, par l'appui sur le bouton BP0, et l'avènement d'un front descendant au niveau de RB0 int, donc on va se brancher au niveau du vecteur d'interruption 004 pour commencer à exécuter la routine ou le sous-programme d'interruption. Donc, on a dit qu'il est important parmi les règles
à respecter, c'est que le contexte de travail du programme principal soit le même avant et après l'exécution de la routine. C'est-à-dire, avant l'exécution de cette routine, le contexte du programme principal, ça veut dire la valeur où se trouvait W. Surtout ça, la valeur où se trouvait W et la valeur de statut. Donc, la valeur qui se trouvait dans W et la valeur du registre statut doivent être sauvegardées et ils doivent être restaurés donc, après le traitement. Donc, avant le traitement, on doit sauvegarder statut et W, et après le traitement, on doit les restaurer avant de revenir au programme principal. Donc, pourquoi on a déjà dit ça? Ces deux registres sont souvent utilisés et donc modifiés pendant la routine d'interruption. Ils seront obligatoirement modifiés pendant la routine d'interruption. Donc, maintenant, pour la procédure qui est préconisée par Microchip pour la sauvegarde des registres, c'est la suivante. Donc, on doit créer une variable, on doit réserver une case mémoire dans la partie General Purpose Register, c'est-à-dire à partir de l'adresse 0C de la mémoire RAM. Donc, on va réserver deux adresses mémoire, une pour sauvegarder W et l'autre pour sauvegarder statut. Pour sauvegarder W, on a choisi ici WTemp, donc le label de l'adresse. Donc, tout simplement, on va faire d'adressage direct avec écriture mémoire. Move W dans F, donc on va sauvegarder W dans F. Et le file, c'est WTemp. Donc, voilà la sauvegarde du registre W. Maintenant, pour la sauvegarde du registre statut, il y a un problème qui va se poser. Donc, logiquement, on ne peut pas, statut, c'est déjà une adresse mémoire. C'est déjà une adresse mémoire. Donc, la seule façon de la sauvegarder, c'est je dois déplacer statut dans W, puis, depuis W, la sauvegarder dans son adresse temporaire. Le problème, c'est que pendant cette opération, statut risque d'être modifié. Parce que déplacer, c'est move file. C'est-à-dire, je dois move file, je dois déplacer mon file, c'est-à-dire statut dans W, avant de le sauvegarder dans une adresse mémoire propre. Donc là, vous remarquez que cette instruction, elle modifie le bit Z. C'est-à-dire, supposons que statut est initialement égal à 0, donc le fait de le sauvegarder dans W, move, de le déplacer dans W, va mettre ce bit à 1, donc il va modifier le statut. Donc il y a une autre méthode qui permet de lire une adresse mémoire et de la sauvegarder dans W sans toucher à aucun bit du registre statut. C'est l'instruction swap. Alors swap, c'est une permutation, ça veut dire le poids fort va vers le poids faible, le poids faible va vers le poids fort. Donc on va permuter, donc voilà, swap, F, quel file? Le statut, donc on va le permuter, on va le sauvegarder dans W. J'explique. Donc supposons que statut, exemple, dans statut, voilà la valeur qu'il y avait avant. Donc swap statut, c'est ça. C'est ça swap. C'est-à-dire le poids faible va venir au niveau du poids fort et le poids fort va venir au niveau du poids faible. C'est-à-dire le 0,4 va devenir 40 en hexadécimal. Donc on va swapper le file et après on va le sauvegarder dans W. C'est-à-dire W, on ne va pas sauvegarder la valeur de statut, mais la valeur swapper de statut. Donc swap statut vers W et après on va sauvegarder ce W là qui contient le statut qui a été inversé, on va le sauvegarder dans cette adresse mémoire. Donc on aura deux adresses mémoire, WTemp et statut temporaire. Donc ça y est, on a sauvegardé. Maintenant, on a dit qu'avant de restaurer, là aussi la procédure qui est préconisée par Microchip, c'est la suivante. Donc le premier registre qu'on va restaurer, c'est swap. Mais pourquoi? Parce qu'on va travailler avec W. Donc on travaille d'abord avec W et après on sauvegarde, on restaure W. Donc swapper, pourquoi on a swappé? Pour la simple raison pour compenser ou pour annuler le premier swap de la sauvegarde. Donc ici, on a reswappé statut dans W pour qu'il reprenne sa valeur initiale, puis move W dans file, puis on l'a restauré. Et après, on restaure W. Là aussi, il y a un problème. Si vous restaurez W avec move file dans W, donc une écriture mémoire, donc là aussi, ça va toucher statut qui a été sauvegardé. Donc je dois être capable de restituer
le contenu de cette adresse mémoire dans W sans toucher à la statue. Et là, on va faire un double swap. Le premier swap, je vais prendre WTemp, je vais le swapper lui-même dans File, ça veut dire je swap, et quand je le sauvegarde dans W cette fois, je reswap, donc un double swap pour restaurer W. Donc dans tous les cas, ce sont deux procédures qui sont préconisées par Microchip. Donc c'est à chaque fois qu'on va appeler un sous-programme d'interruption, on va commencer par la sauvegarde de W et statut avec ces trois instructions, puis la restauration de W et statut avec ces quatre instructions. Donc je reviens à l'organigramme. Donc une fois W sauvegardé, là, je peux ou non tester le flag. Parce qu'on a dit que chaque interruption possède un bit flag qui indique que l'interruption a eu lieu. Si on a une seule interruption qui est mise en jeu, pas la peine. Pas la peine de faire ce test. Pourquoi? Parce que le fait qu'on s'est branché au niveau du vecteur d'interruption 004, c'est que cette interruption a eu lieu. Donc, mais si on a plusieurs sources d'interruption et qu'on saute qu'il y a le vecteur d'interruption qui a été activé, là c'est obligatoire de tester les différents flags pour savoir quelle interruption a causé ce saut vers la routine 004. Donc là, comment tester? Tout simplement, on va tester le flag. Ici, par exemple, le flag correspondant à l'interruption RB0 int, c'est intf, donc on va le tester. Est-ce qu'il est égal à 1? Alors, si c'est non, je sors ici, c'est comme une sécurité. Si c'est oui, et c'est ce qui sera le cas à 100%, si c'est oui, le flag a été activé, automatiquement, je commence le traitement de l'interruption RB0 int. Ici, le traitement, c'est on veut faire clignoter la LED. Et là, on va faire une petite gymnastique binaire. Donc, pour clignoter, il y a une façon très utile, c'est exploiter l'opérateur XOR ou exclusif. Donc, on remarque que ces propriétés sont les suivantes. Si je prends un bit donné et je mets un OU exclusif avec un 1, par exemple 0, XOR avec 1, il devient un 1. C'est un OU exclusif, donc c'est 1. Quand les deux bits sont différents, c'est 1. Quand les deux bits sont égaux, c'est 0. C'est ça le OU exclusif. Maintenant que je prends le bit 1 et je fais XOR avec 1, j'aurai un 0. Donc on remarque que quand je prends un bit donné, quelle que soit sa valeur, quel que soit son état, et je fais un OU exclusif avec un 1, l'état va être inversé. Donc le 0 devient 1, le 1 devient 0. Ça, c'est la propriété de XOR avec 1, ça permet de complémenter un bit. Maintenant, je fais XOR avec un 0, on remarque que le bit est conservé. La valeur du bit, elle est conservée. Cette technique-là, ou ce petit astuce, il est utile pour nous quand on veut clignoter une LED, par exemple, qui appartient à un port, sans toucher à tout le port. Donc ici, puisque le cahier des charges consiste à faire changer, pas clignoter parce que je viens de dire avant de clignoter, c'est le programme principal qui s'occupe de clignoter la LED D1. Mais pour l'interruption, le cahier de charge c'était le suivant. À chaque appui sur le bouton pour sauver P0, on va changer l'état de la LED D2. C'est-à-dire si elle était éteinte, elle doit s'allumer. Et si elle était allumée, elle doit s'éteindre. Donc ça revient à complémenter ce bit. Ça veut dire, en fonction de son état initial, si son état initial est 1, quand j'appuie sur le bouton poussoir, son état deviendra 0. Et si son état initial est 0, si j'appuie sur le bouton poussoir, son état doit devenir 1. Donc ça veut dire, on va exploiter ce petit astuce-là. Voilà comment on va faire. Donc voilà le port B, tout le port B. Ce qui va nous intéresser, c'est RB2 uniquement. Donc je dois complémenter RB2, mais sans toucher aux autres bits. Donc ça veut dire que je vais faire un OU exclu avec ce qu'on appelle un masque. Ça, c'est un masque. Donc c'est une technique de masquage qui est très utilisée, soit pour le forçage à 1, le forçage à 0. Ici, on l'a utilisé pour la complémentation. Donc tous les bits qu'on veut conserver, on va faire un OU exclusif avec un OU exclusif avec un 0. Et le bit qui nous intéresse, qu'on veut complémenter lui, on va faire un XOR avec 1. Et on retrouve le masque, notre masque. Par exemple,
j'ai comme cahier de charge de faire changer d'état D1 et D2, alors là, je vais mettre ici 1 et je vais mettre ici 1. À ce moment-là, quand j'exécute le XOR, le RB1 deviendra RB1 bar, quel que soit son état initial, et le RB2 deviendra RB2 bar. Donc, pour mon cahier des charges, je dois faire clignoter, je m'excuse, je dois faire basculer RB2, ça veut dire la LED. Et j'ai fait cette opération. Je prends le port B et je fais un OU exclusif avec ce masque spécifique. Donc, automatiquement, RB1, RB0, RB3, RB4, RB5, RB6, RB7 seront sauvegardés dans leur état initial. Mais par contre, RB2, elle va être complémentée. S'il y a un 1, il devient un 0. S'il y a un 0, il devient un 1. Ce qui entraînera le changement d'état de la LED. Donc, le traitement, voilà. La procédure du traitement qui sera exécutée, c'est la suivante. Je prends le masque qu'on a retrouvé, qui correspond à changer l'état de RB2. Je prends ce masque, je le sauvegarde dans W avec l'adressage immédiat. Move LW, donc je vais charger cette constante en W et je vais faire un XOR. Donc, ou exclusif W avec file. Quel file? Port B. Tout le port B. Et le résultat va être sauvegardé dans port B. Maintenant, une fois on a fini le traitement de l'interruption RB0int, ça veut dire le traitement dépendra de notre cahier de charge. Donc, on va faire le traitement. Après le traitement, on ne doit pas oublier le flag. Parce que le déclenchement de l'interruption a mis à 1 le flag. Et, quand vous vous rappelez les règles qu'on vient de voir, donc à la fin, avant de sortir, on doit remettre à 0 ce flag. Donc on doit le remettre à 0 pour détecter une nouvelle interruption si elle a lieu. Alors pour le mettre à 0, c'est tout simplement bit clear file. Donc puisque c'est un bit qui appartient au registre intcon, donc bit clear file, le file int flag du registre intcon. Donc voilà pour la procédure ou la routine d'interruption qui sera exécutée quand elle sera déclenchée par l'appui sur le bouton BP0. Alors, expliquons maintenant ce qu'on a vu. On a vu l'initialisation, on a vu le sous-programme d'interruption. Maintenant, on va exploiter ce qu'on a vu pour réaliser le programme au complet. Donc, le programme au complet, il peut être résumé par cet organigramme. Donc là, début, on commence toujours par un sous-programme d'initialisation, puis le programme principal. Ici, c'est un sous-programme du clignotement d'ALED D1, tout simplement. Donc, vous remarquerez que dans l'organigramme principal, du programme principal, il n'y a aucune trace de l'ALED D2. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la routine d'interruption qui s'occupera de cette LED D2. C'est comme si c'est une deuxième tâche qui s'exécute en arrière-plan. Et c'est ça l'avantage des interruptions. J'ai une tâche principale exécutée par le programme principal, n'importe quelle tâche. Ici, on a fait du clignotement. Ça peut être n'importe quelle tâche. Et en arrière-plan, une deuxième tâche qui est gérée en arrière-plan par l'interruption RB0int. C'est géré de telle façon qu'on a l'impression que les deux tâches s'exécutent en parallèle. C'est le pseudo-parallélisme. Donc voilà, donc on commence par la partie déclaration, donc ces blocs. Donc là, on indique l'adresse de début, 00C, la RAM utilisateur. On peut indiquer n'importe quelle adresse comprise entre 0C et 3F. Donc, on va y ajouter les variables au fur et à mesure de l'évolution du programme. D'accord, donc maintenant, le vecteur reset. Donc, le vecteur reset, c'est un code qui commence à l'adresse 00. Donc, on met toujours le go to start pour la simple raison qu'on n'a pas suffisamment d'espace entre 00 et 004 pour écrire tout notre programme principal. C'est-à-dire, il n'y a pas d'espace entre le vecteur 17 et le vecteur d'interruption 004. Cet espace-là n'est pas suffisant pour écrire notre programme principal. C'est pour ça qu'on commencera toujours par go to start et on va sauter vers après la routine d'interruption pour exécuter notre programme principal. Donc après, il y a le vecteur d'interruption 004. C'est ici, on va commencer par saisir notre routine d'interruption. Donc on a déjà parlé de ça, on va récupérer, exploiter ce qu'on a dit. Donc la sauvegarde du registre statut EW.
dont wtemp et statut temp. Après, le test du bit flag, s'il est égal à 1, c'est-à-dire l'interruption a eu lieu, je saute et je continue, sinon, je sors. Return. Après, je fais le traitement de l'interruption. On a dit le OU exclusif pour faire changer d'état à la lettre D2. Après, je remets à 0 le bit flag et je restaure mes registres statut et wtemp avec la routine dont on a parlé et je retourne. Je sors de la routine d'interruption. Alors là, donc, dans ce sous-programme-là, dans cette petite routine, on utilise deux variables, wtemp et statut temp, on va les déclarer dans 6 blocs. C'est-à-dire wtemp correspondra à l'adresse 0C et statut temp correspondra à l'adresse 0B. Maintenant, on peut commencer main programme, le code. On commence toujours par, donc ici, le main programme. On va commencer par la routine init d'initialisation. Donc, init, on a déjà vu, donc on va récupérer ce qu'on a déjà vu. Donc, on remet à 0, on passe du bon 0 au bon 1 à l'aide du bit RP0. Donc, bit set file statut RP0. On initialise la direction des ports. Donc, trice A sera configuré en sortie. Clear file trice A pour les lettres D1 et D2. Et je vais uniquement configurer RB0 en entrée. Je peux faire ça, donc, bit set file trice B RB0. Donc, uniquement RB0 en entrée, en le forçant à 1. Après, RB pull up et int edge. Donc, on va activer la résistance pull-up, comme on a dit, de RB0. Et en même temps, on doit choisir le front actif de l'interruption, c'est le front descendant. Tout ça, c'est dans Option registre. Alors, je vais forcer ces bits-là sans toucher à tout le registre. Donc, bit clear file, Option registre RB pull-up, et bit clear file, Option registre int edge. Après, je dois recharger ce mot qu'on a déjà trouvé dans intcon, donc toujours écriture mémoire, je prends la constante, je la mets dans W, puis depuis W dans le registre, et je reviens au bon 0, donc bit clear file, statut RP0. Maintenant, je dois initialiser le port A, RA0, R1, pour éteindre les LED initialement, avec clear file, port A, et clear file, port B. Alors là, pourquoi on a clearé le port B sans en avoir besoin? Donc là, il y a dans le datasheet de microchip pour les PIC16F. Donc voilà là, ce qu'il conseille pour l'initialisation de n'importe quel port, que ce soit le port B ou le port A. Donc bit clear file, donc on revient au statut, on revient au bon 0, et qu'est-ce qu'il préconise? D'initialiser le port B tout en entier. Même si ici le port B il est utilisé en entrée, au niveau de RB0 int comme interruption. Donc pourquoi? Parce qu'il y a des latches qui sont à l'intérieur et qui doivent être remis à 0. Donc c'est une procédure qui est conseillée, et parfois il y a le programme qui ne marche pas, surtout avec les interruptions, si on oublie d'initialiser le port B de cette façon-là. Donc voilà, ceci dit, donc on a initialisé clear file pour A, clear file pour B, et return. Pourquoi return? Parce que c'est un sous-programme qui sera appelé par le programme principal. Maintenant, je déclare ou je définis le deuxième sous-programme, commande clignotement. Lui aussi, c'est un sous-programme. Je lui donne l'étiquette commande clignotement. Donc là, c'est facile. Bit set file, je vais mettre A1, RB1 pour allumer la LED. Appeler une tempo de 500 millisecondes, puis mettre à 0 la même LED et appeler la même tempo de 500 millisecondes et return. Donc voilà le clignotement avec une fréquence d'une demi-seconde. Donc j'aurai besoin d'un sous-programme de temporisation. Donc vous remarquerez que dans cet exemple, on va reprendre plusieurs techniques ou plusieurs programmes qu'on a déjà vus, que ce soit au niveau de l'assembleur ou de la commande des ports d'entrée-sortie. Donc pour le sous-programme de temporisation,
si on reprend ce qu'on a déjà vu ensemble, on a vu cette routine, c'est une temporisation sur 16 bits, c'est-à-dire avec une double boucle. On a vu que cette routine-là de temporisation, si les deux compteurs-là sont chargés avec 255, avec leur valeur maximale, la routine va durer à peu près 260 millisecondes. Donc, ça veut dire la moitié de ce dont j'ai besoin. Donc ça, c'est le maximum avec cette routine. Donc pour augmenter et dépasser 266 millisecondes, 260 millisecondes, c'est-à-dire avoir 1 seconde ou 2 secondes ou 3 secondes, je dois cette routine-là l'inclure dans une troisième boucle et la répéter autant de fois que j'ai besoin. Ici, je dois la répéter 2 fois pour avoir 500 millisecondes, donc je dois répéter cette routine 2 fois. Donc j'ai créé un troisième compteur que j'ai initialisé avec 2. J'entre dans mon premier programme, donc on a déjà vu, il va s'exécuter. Quand il va finir, donc au lieu de mettre return, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décrémenter ce troisième compteur et je vais reprendre cette routine autant de fois qu'il y a dans ce compteur-là. Donc ici j'ai mis 2, donc il va être repris 2 fois, ce qui va donner 500 millisecondes à peu près. Si je veux 1 seconde, je vais la reprendre 4 fois. Si je veux 2 secondes, je vais la reprendre 8 fois, et ainsi de suite. Donc voilà, donc tout est prêt maintenant. Donc il reste bien sûr à déclarer les 3 compteurs, compteur 1, compteur 2 et compteur 3 qu'on a utilisé ici. Donc on va les déclarer au niveau de la partie 6 blocs. Donc c'est-à-dire au final on aura 5 variables, 5 labels pour 5 adresses, WTemp à l'adresse 0C, statut temp 0D, compteur 1 0E, compteur 2 0F et compteur 3 1 0. Donc maintenant la routine d'initialisation elle est prête, la routine de clignotement de la lettre D1 elle est prête, la tempo avec laquelle elle travaille elle est prête. Maintenant il reste à finaliser le programme principal qui commence au niveau de start, c'est-à-dire le vecteur d'interruption ici. Dès que le microcontrôleur est initialisé, qu'est-ce qu'il va trouver ici? Go to start, donc il va se brancher au niveau de start, il va appeler le sous-programme d'initialisation, on va initialiser notre plateforme, on va revenir, après on va appeler le sous-programme commande clignotement, et on entre dans le clignotement de la lettre, et on entre en boucle infinie. Donc ici, go to -1, c'est-à-dire il va sauter à l'instruction précédente, go to -2 ici. Donc soit on fait go to, on met ici loop, on fait ici une étiquette loop, soit on fait go to -1 quand c'est facile à calculer parce qu'on va revenir à réexécuter, on va rester dans cette boucle infinie. Logiquement ici, didactiquement, notre programme principal c'est le clignotement, ça peut être n'importe quel programme principal de commande d'un système. Et vous remarquez bien que le programme principal ne s'occupe plus de la routine d'interruption et s'occupe plus de la LED et du bouton poussoir. Donc ils sont gérés en arrière-plan par la routine d'interruption. Donc voilà pour l'interruption RB0int et pour les interruptions. Donc j'espère que ça a été un peu clair, la mise en œuvre des interruptions, surtout avec l'exemple de RB0int. Donc merci pour ceux qui ont suivi la vidéo. Et la prochaine, ce sera la mise en œuvre du timer TMR0. Et là aussi, on va reprendre des interruptions. Parce que ce timer-là, quand il est en mode compteur ou temporisateur, lui aussi, on peut activer son interruption. Merci encore.